Aujourd'hui, nous allons analyser une photographie exceptionnelle, puisque si elle est un petit peu moins connue que les précédentes photos que l'on a pu décrypter, elle est en revanche fondamentale pour le Japon. D'abord parce qu'elle symbolise l'ouverture du pays à l'ensemble du monde, et ensuite car elle marque le déclin des samouraïs. Jingle. Yeah, sharp like an edge of a samurai sword, the mental blade cut through flesh and bone. Though my mind's at peace, the world out of order, listen and the heat, life gets colder. En cette année 2018, nous commémorons les 160 ans de la signature du traité dit de paix, d'amitié et de commerce entre le Japon et la France, signé en 1858. Mais vous allez voir que ce traité est loin d'être une histoire d'amitié et de paix. Au contraire. Revenons un peu en arrière. Nous sommes le 8 juillet 1853 et des navires crachant une épaisse fumée noire s'approchent dangereusement des côtes japonaises. Les gardes-côtes japonais regardent attentivement. 4 immenses vaisseaux noirs apparaissent. À leur bord, le commodore américain Matthew Perry. Envoyé par le 13e président des États-Unis Millard Fillmore, Matthew Perry a une mission très spécifique. Exiger des Japonais qu'ils ouvrent leur pays au commerce international. En effet, depuis 1641, durant la période Edo, le pays est isolé volontairement par ce que l'on appelle le Sakoku, c'est-à-dire la politique isolationniste japonaise. Cette politique a plusieurs buts. D'abord, refuser toute influence étrangère. Et ensuite, éviter l'exploitation des ressources minérales du pays par d'autres nations. Et, à l'exception des échanges avec la Chine, la Corée et la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, le Japon refuse toute ouverture avec le monde. Cela commençait déjà en 1587 avec l'expulsion des missionnaires chrétiens. Et cela va prendre de plus en plus d'ampleur puisque par la suite, tout étranger qui rentrera au Japon sans autorisation se verra condamné à mort. Et il en va de même pour tous les Japonais qui quitteront le pays sans autorisation. En soi, c'est assez compréhensible, puisque plus le pays va vivre reclus sur lui-même, plus la culture de celui-ci va s'enraciner, et plus les valeurs traditionnelles vont devenir importantes aux yeux des Japonais. En fait, c'est assez simple, pour les Japonais, rien n'y est plus important que la répétition du connu. Dès lors, quel est l'intérêt pour le Japon d'acheter des produits à l'étranger, donc inconnus, donc non inclus dans la tradition? Mais voilà, à la vue de ces navires à vapeur gigantesques, les Japonais comprennent que les États-Unis ont une technologie navale et militaire bien supérieure à la leur, eux qui n'utilisent encore que des voiliers. Quelques mois plus tard, en février 1854, les Américains reviennent cette fois accompagnés de vaisseaux français, britanniques, russes et néerlandais. Et alors, cette prise de conscience quant à leur retard technologique et militaire va obliger le shogun à se soumettre. Alors, petit point vocabulaire, qu'est-ce que c'est qu'un shogun? Eh bien en fait c'est très simple, le shogun c'est celui qui, à l'époque, commande l'administration et la politique du pays. Dans un sens, il a bien plus de pouvoir que l'empereur, qui ne gère principalement que tout ce qui touche à la religion. Bref, je vous l'ai dit, le shogun est désormais contraint de se plier aux volontés des occidentaux et ainsi ouvrir son pays au monde. C'est dans ce contexte que le shogun envoie des ambassades au sein des grandes puissances occidentales. Les samouraïs lettrés vont alors devenir peu à peu des diplomates plus que des guerriers, leur condition première. Et c'est à partir de 1860 qu'une première ambassade, composée exclusivement de samouraïs, part pour les États-Unis afin d'en apprendre plus sur la civilisation occidentale. Et en 1863, une nouvelle ambassade japonaise part en direction de l'Europe, et principalement de l'Angleterre et de la France. Elle est conduite par le samouraï ambassadeur Hideka Nagaoki Onikugo no Kami. Composée d'une vingtaine de membres, cette ambassade a pour mission de faire accepter par les Européens la révision des traités inégaux qui ont été imposés aux Japonais. Leur périple devra passer en Égypte, berceau de l'ancienne civilisation, avant d'entrer en Europe par Marseille. Et c'est ainsi qu'en 1864, le photographe italien et britannique Antonio Beato va capturer ce cliché surréaliste.
Cette photographie paraît montée de toutes pièces, tant la rencontre entre ces deux cultures, ces deux civilisations, l'une japonaise et l'autre égyptienne, paraît improbable. Dans l'imaginaire collectif, le samouraï n'est vu que comme un guerrier de grand chemin, venu d'un autre temps, celui où l'appareil photo n'existait pas encore. Le contraste est d'autant plus saisissant que les samouraïs sont ici vêtus de leur tenue traditionnelle appelée kamishimo-ere et de leur chapeau jinfasa. Ils portent leurs épées longues, les katanas, et leurs épées courtes, les wakizashi. Et cette photographie sera l'une des seules choses qui restera de cette mission, appelée mission Hideka, puisque tous les pays européens qu'ils verront, notamment la France et l'Angleterre, refuseront de renégocier leur traité. Les ambassadeurs repartiront donc bredouille. Ou plutôt broucouille, comme on dit dans le bouchonnois. Cela va être lourd de conséquences, et ce sur tous les pans de la société. Politiquement d'abord, puisque les Japonais vont se diviser entre les réformistes d'une part, qui acceptent de se moderniser et de s'adapter à la présence des Occidentaux. Ce sera d'ailleurs le camp pour lequel le tout jeune empereur va prendre position, sans doute manipulé par d'autres chefs et certains Occidentaux. Et de l'autre côté, un autre camp, celui des conservateurs, qui se rangeront du côté du shogun et qui refuseront de voir leur pays se muer au gré des influences étrangères. Les samouraïs, quant à eux, se retrouvent dans les deux camps. Ce conflit va rapidement prendre de l'ampleur et va aboutir à la guerre civile de Boshin. Cette guerre civile, elle va être librement inspirée dans un film hollywoodien que vous connaissez tous, Le Dernier Samouraï. Et comme dans le film, un occidental va effectivement se ranger auprès des shoguns, sauf qu'en réalité ce n'est pas un américain, et encore moins Tom Cruise, mais un Français du nom de Jules Brunet. Jules Brunet est chargé d'instruire et de moderniser les troupes du shogun qui ont du retard sur les troupes impériales. Alors petite précision, mais les troupes du shogun utilisaient déjà des armes à feu. Parce que oui, les samouraïs ne se battaient pas toujours avec un katana à la main. Certains utilisaient plutôt des arcs, et c'est plutôt bien retranscrit dans Le Dernier Samouraï, et à force de commercer avec la Hollande ou le Portugal, ils ont acheté et utilisé des armes à feu. Seulement, l'armée impériale, elle a accès à des armes plus perfectionnées, comme les mitrailleuses par exemple. Sauf que malgré l'aide de ce Jules Brunet, les troupes du shogun vont quand même perdre. Cela va donc marquer la fin de l'ancienne hiérarchie sociale en place sous les Tokugawa. Un jeune empereur se lève. Il s'appelle Meiji. Il abolit les droits féodaux, prive les samouraïs de leur pension, appelle les conscrits paysans à constituer une armée moderne. La modernité institutionnelle qui en découle va sonner le glas des samouraïs. En 1876 d'abord, avec la suppression de leurs privilèges, puis l'abandon de leurs symboles, principalement le port des 2 sabres qu'ils arborent, réservés aux militaires, mais aussi leurs chignons qui n'ont plus le droit de porter. Humiliés et voulant retrouver leur position sociale quasi aristocratique, les samouraïs les plus traditionnalistes décident de se rebeller contre l'empereur. Et c'est le cas de Saigo Takamori, qui avait pourtant pris position pour l'empereur face au shogun 10 ans auparavant, et va devoir se battre cette fois contre l'armée qu'il avait lui-même formée. Cela va marquer la fin de la classe des samouraïs et plus généralement du système féodal japonais pour s'ouvrir vers un système industriel à l'occidental. Meiji donne au Japon une constitution inspirée de l'Occident. L'industrie naît, le capitalisme aussi. Le Japon emprunte des techniques aux autres pays. L'ascension sera irrésistible. Et pendant que vous êtes encore là, moi je ne peux que vous conseiller l'anime Samurai Champloo de Watanabe, qui est un petit bijou de l'animation japonaise. Alors, tant du côté du scénario, puisqu'en fait ça raconte les mésaventures d'un samouraï, d'un vagabond et d'une jeune fille durant le 19e siècle au Japon, donc durant la période Edo. Donc voilà, ça contextualise un petit peu tous les changements qu'il y a pu avoir durant cette période. On peut voir notamment qu'on parle un moment de Perry. On peut voir les premières rencontres entre les Occidentaux et les Japonais, donc les échanges culturels qu'il va y avoir entre ces deux peuples. Vraiment, regardez-le, tant du point de vue de l'histoire, alors historiquement c'est très libre, mais il y a quand même des petites parts de vérité qui sont intéressantes. En termes d'animation, c'est juste magnifique.
Les personnages sont bien décrits, et la musique, elle, est un petit bijou. Et d'ailleurs, j'ai eu l'envie d'analyser des photographies, et en particulier cette photographie, en regardant la pochette de la BO de cette série, donc que vous pouvez voir, normalement, je vais l'afficher. Et l'autre gros point fort de cette série, c'est que visuellement, on est plongé dans le Japon du 19e, donc de la période Edo, donc ça ressemble énormément en fait aux estampes qu'on a pu voir ici et là, que j'ai mis dans la vidéo. Mais par contre, musicalement, il y a un anachronisme énorme, puisque on est sur des instrus de hip-hop contemporain, et c'est une des grandes forces de la série, ce mélange subtil mais parfait. Donc voilà, je vous conseille Samurai Champloo de Watanabe, allez-y, faites-moi confiance, un bijou. Et en parlant de la bande originale de la série Samurai Champloo, énormément de musiques que vous avez entendues dans cette chronique Raconte-moi une photo proviennent de cette série. Alors, beaucoup de morceaux ont été composés par un DJ et producteur japonais qui s'appelle Nujabes. Alors, au niveau de son style, on est sur de la trip-hop, voire du hip-hop. Et là encore, je ne peux que vous conseiller d'aller l'écouter, c'est un régal pour les tympans. Voilà, plusieurs conseils. Regardez Samurai Champloo, écoutez du Nujabes, et puis continuez d'apprécier Raconte-moi une photo, partagez, likez, bref, les trucs habituels, et puis à la prochaine. Ciao. Once again, now where do I start? Dear love, I'm struck with the prologue to find you here. Every morning I wake from a cavernous night, sometimes still pondering the previous plight. Seems like